Coucou les amis, comment il va mon Alex? Bah écoute, on prend des culottés sévères en ce moment, on est comme vous, mais on garde le sourire, vous inquiétez pas, on va essayer de développer tout cela au calme. En tout cas, mon cher Julien, tiens, je te fais un petit check de la victoire. Allez, check, Allez, regarde la différence de bim! couleur. Boum. Installez-vous Bon. confortablement, vous avez toujours mon Julien à gauche pour les fondamentaux. Et Alex, côté technique que vous connaissez tous, Mais avant toute chose, n'oubliez pas, dans ces moments difficiles, quelque chose qui vous coûte à rien, mais nous, ça nous aide beaucoup. De quoi je parle, mon cher Julien? eh ben, c'est toujours ces fameux pouces bleus, la clochinette, les amis, etc. On s'abonne. Si vous pouvez, ça fera toujours plaisir, hein. Merci en tout cas à tous. Alors Julien, on va faire très simple cette semaine. On va Eh essayer oui, de on va. répondre à une question. Cette question, c'est sommes-nous ou allons-nous en beer market ou sommes-nous dans un beer trap? Est-ce que ce cycle est plus court que les autres? On va essayer de répondre à cela. On va faire l'avocat du diable en se mettant du côté des beer market et du côté, bien sûr, aussi du beer trap. Mais avant cela, mon cher Julien, je vais remercier tous ceux qui nous ont rejoints ici sur Telegram. Vous avez le lien en bio et en description pour rejoindre l'analyse, les chats. Il y a beaucoup de choses utiles qui passent. Julien, donc tu l'as compris, cette semaine, on va parler essentiellement beer trap ou beer market. Et on va commencer par les news de la semaine où on va voir des choses qui sont négatives et positives à la fois. C'est parti? Eh ben, c'est parti. Oui, donc ça saigne fortement, le Bitcoin qui a bien chuté, entraînant avec lui son flot de sang. Effectivement, on va pas vous le rappeler, mais quand Bitcoin perd 1, les capitalisations moyennes vont perdre 2 et les faibles vont perdre plus que cela. On le constate, c'est encore le cas aujourd'hui. Est-ce que pour autant c'est mort? On va essayer de vous développer ça en seconde partie. Bon, en news, rien de très folichon à part on a vu notre cher Lumis, notre sénateur Cynthia Lumis, qui enfin, cette fois-ci, ce serait pas un fake d'après elle, ça irait jusqu'au bout. Le fameux acte, je sais Bitcoin pas comment Act, elle appelle. exactement, ouais. Elle relance le Bitcoin Act, toujours, en gros, c'est établir une réserve stratégique. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, donc voilà. En gros, Donc, ils veulent, je crois qu'on en avait parlé, c'est une progressivement arriver jusqu'à 1 million de Bitcoin, en gros à peu près 5% de l'offre totale. Donc voilà. voilà, ça serait un petit peu plus que ce qu'a annoncé déjà notre cher Donald Trump. Elle rentre un petit peu plus dans les détails, il y aurait des lois et ça serait un petit peu plus conformisé. Donc tout ça, c'est à suivre. Ça, c'est une news bien sûr positive, mais vous voyez, même moi quand je l'annonce, je saute pas au plafond. Et c'est ça un peu le problème qu'on va développer dans la seconde partie, c'est qu'il y a pas mal, énormément même de news positives avec des pays qui passent en quantitative easily, qui ouvrent les ETF dans d'autres pays également. Il y a beaucoup de news positives et le cours, lui, s'il ne chute pas, stagne. Mais en ce moment, vous l'avez vu, c'est plutôt chuté. Donc ça, on en parlera en seconde partie. Une des raisons, c'est H-Crypto qui le relève. Alors là, c'est en anglais, je vais vous le mettre en français, qui explique que notre cher ami Donald Trump laisserait filer le SP500, donc les valeurs américaines, à la baisse. On va essayer de vulgariser ça au maximum. C'est parce qu'il ne veut pas refinancer sa dette trop avec un taux trop cher. Donc, grosso modo, il veut pousser les marchés à ce qu'ils souffrent pour qu'on ait une obligation de baisser les taux. Alors c'est très vulgarisé, mais c'est pour que ce soit plus clair. Il s'en défend en disant que ça sera sur du court terme et que c'est pour mieux repartir par la suite. Tout à fait, tu as tout à fait raison, parce que c'est vrai que vous l'avez pu le voir, le SP500, il a perdu 2,6, Nasdaq 3,1, Dow Jones 2,2. Bon, ça prend vraiment cher, on va dire, sur toutes les grosses capitalisations américaines. Forcément, les droits de douane, l'inflation qui est sous-jacente, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Donc voilà, forcément, tout ça, forcément déstabilise les marchés. Ce qui est tout à fait normal. Après, je suis d'accord aussi avec ce que dit notre ami H. Alors, ça, je m'en resservirai aussi tout à l'heure dans le développement parce que c'est à la fois une mauvaise nouvelle court terme, mais ça peut être une bonne nouvelle moyen-long terme. La bonne nouvelle également, et c'est en ça que je lâche pas Ethereum. Je me rappelle pour The Merge, on avait à peu près la même chose. On faisait chuter pas mal The Merge avant. Et quand The Merge est sorti, alors tout le monde pensait à un sell the news. L'Ethereum est bien repumpé derrière. Là, on a une évolution majeure, une mise à jour majeure de la chaîne Ethereum et notamment de son hard fork avec Pectra.
Spectra qui arrivera donc courant avril, c'est vraiment bientôt. Et je pense que les détenteurs de TH seront contents d'avoir résisté, d'avoir ramé avec leur barque au milieu de ces rivières de sang, parce que c'est possible qu'on ait vraiment un regain à partir de avril, même avant sur ETH. En tout cas, moi je garde le cap. Tout à fait, tout à fait. Alors après, on va voir, hein, c'est toujours l'éternel, hein, c'est un peu l'Arlésienne. Revient tout le temps avec ses mises à jour, etc. Mais bon, c'est quelque chose qui build. Et on vous l'avait dit, je crois, la dernière fois, il gagne de l'argent. Donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. C'est quand même relativement important. Ouais, Julien, du coup, on attaque direct sur le gros dossier donc de cette semaine. Bitcoin, où c'est qu'il en est? Allez, c'est parti. Allez, mon cher Julien, je te ressors toujours cette confrontation. Hein, c'est quasiment un octogone. Les pour et les contre, ça va finir dans une veine de sang. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le bain de sang entre les pros. Mais on voit qu'il y a une nervosité dingue. Alors, on va commencer par, sommes-nous en distribution? Avons-nous entamé une baisse qui ne s'arrêtera pas, hein, tel un bear market? Ou allons-nous repartir en réaccumulation? Alors, on va partir maintenant sur un développement on est en distribution. Qu'est-ce qui pourrait nous faire croire que nous sommes en distribution? Alors, je vais vous présenter, si on fait un copier-coller par rapport à l'ancien cycle, même s'il faut toujours se référer avec parcimonie sur le passé, là-dessus, on est d'accord. Vous voyez, on a fait ce premier ATH, ici on a fait un top dans le RSI, on est en weekly, hein, chaque barre est une semaine. On a fait un premier top, on est descendu oui, même en dessous de la moitié du RSI, on est descendu sur du 40 pour remonter et refaire un second ATH, créant une divergence baissière. Par la suite, on a eu une divergence haussière qui s'est signée ici, qui a fait continuer à croire qu'on allait aller plus loin. Sommes-nous dans ce cas de figure-là? Notez que ça y ressemble, ça sonne à peu près pareil. Pourquoi? Puisqu'effectivement, on a fait notre premier ATH ici, on est allé dans le RSI très fortement, on est redescendu dans les 40 pour remonter en overbought et redescendre avec la même divergence baissière ici et la même divergence haussière qu'on constate également là. De ce point de vue-là, effectivement, on pourrait dire on part en bear market. C'est une distribution de fin de cycle. Il faut bien faire la différence entre une distribution ou un take profit et une distribution de fin de cycle. Quand je m'oppose à distribution versus réaccumulation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la distribution du take profit, ça veut dire que le gros de la distribution n'est pas passé. C'est bien cela qu'il faut retenir. Distribution fin de cycle, tout le monde vend. Distribution take profit en réaccumulation, c'est on prend quelques profits pour se repositionner ailleurs et repartir à la hausse. Que les choses soient bien claires. On continue dans les arguments de la distribution. Alors là, ça va être un petit peu plus dur à voir. Pour moi, en tous les cas, c'est facile. Ici, nous sommes toujours sur le premier ATH du cycle d'avant. Donc, on était sur le mois de mai 2021. On a eu également ici ce top-là quand on a fait notre premier ATH fin 2024. On est descendu avec un Fear et Green Index très bas. On est descendu ici pour remonter également là. Ça, c'était le second ATH. On est remonté également, on est allé même plus haut pour faire un second ATH. On était un peu plus euphorique. Et là, on replonge. Comme on replonge ici, donc également sur le Fear et Green Index, ça ressemble également à de la distribution. Autre point, on est sur, alors c'est un argument et contre-argument en même temps. Là, on est sur la capitalisation de l'USDC, à savoir, quand vous voulez rentrer dans de la crypto et acheter des cryptos, vous devez prendre vos monnaies fiat, donc dollars, euros, ce que vous voulez, acheter du stablecoin dans un CEX ou dans un DEX, ce sont des plateformes d'échange. Avec cet argent-là, ces stablecoins-là, vous achetez ensuite vos cryptos et on les voit donc du coup passer, ça fait monter le market cap de l'USDC et de l'USDT qui sont les deux stablecoins majoritaires. Si on regarde l'ancien cycle, on voit effectivement qu'on est monté très fort, comme nous sommes en train de le faire encore aujourd'hui, puis rechuter. Là où ça peut être un contre-argument pour la réaccumulation et un argument pour la distribution, c'est que ça continuait à augmenter même après la fin du second ATH. C'est-à-dire qu'on a augmenté jusqu'à mai 2022.
début mai 2022, avril 2022. Donc, il y a une sorte de latence. Alors, cette latence, si elle est tout le temps présente, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en servir pour se dire nous sommes encore en euphorie, nous sommes encore avec de l'argent qui arrive pour acheter et faire monter encore plus le Bitcoin. Si effectivement, c'est pas le cas, puisque si on est comme là dans la zone de latence, c'est-à-dire que le cours continue à baisser, mais les stablecoins avec la latence qu'il y a eu comme là et qu'on aurait comme ici, ne nous le montrent pas. Je mets juste un bémol à cela, c'est qu'effectivement, sur le second ATH, FTX nous avait un petit peu trompé et avait fait croire à beaucoup de monde qu'on repartait sur un super cycle. Ce qui n'était pas le cas, ce qui a pu laisser faire croire vraiment aux investisseurs qu'il fallait encore acheter du stablecoin pour continuer à rentrer dans la danse. Et quand on se rend compte que vraiment on est en bear market, bim, grosse chute après. Donc, je mets un bémol là, mais vous voyez, on ne peut plus se servir des stablecoins comme maintenant un indicateur déterminant. Autre point, pour moi, effectivement, je vous l'ai défendu depuis longtemps. On devait revenir taper le haut du RSI qui signerait pour moi la fin du cycle, puisqu'on serait en super achat, en surchauffe totale, et on devait redescendre. Est-ce que ce cycle est différent? Est-ce que nous l'avons eu, comme vous voyez ici, on a eu une hausse, puis une seconde hausse. Ici, on a eu une hausse, puis une seconde hausse. Ici, on a eu la première hausse et est-ce qu'on a calé sur cette seconde hausse-là? Est-ce qu'il nous manque ce dernier pic-là? Ça, c'est dur à déterminer. Donc, cet argument-là, il est ni pour la distribution, ni pour la réaccumulation. On ne sait pas si on peut se suffire et se dire le cycle s'est raccourci. Et pour finir, la macro, effectivement, si on reste la tête sur X et sur BFM TV, tout le monde nous fait croire que ça va être une catastrophe monétaire dans les mois à venir, ce qui peut laisser croire à une récession, qui serait même pas une stagflation. Donc ça peut être un argument macro pour la distribution et les gens se mettent à l'abri. Maintenant, Julien, passons aux arguments de la réaccumulation. D'abord, pourquoi? C'est pas moi qui le dis, ça va encore faire jaser. Réaccumulation, tonton, tu nous saoules. Nous avons les large holders qui ne font que augmenter, voire exploser. On vous l'avait montré semaine dernière aussi avec les whales qui ont explosé en février et début mars. Donc oui, il y a des gens qui accumulent malgré les tech profits, malgré les semblants de distribution. Oui, je vous le redis. Autre argument pour moi, je n'ai pas vu la cupidité, je n'ai pas vu l'illusion passer sur ce cycle. Non. Et à moins que ce cycle soit différent, Julien, je pense que tu es d'accord avec moi? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que souvent on entend, on devrait l'entendre partout. Ah là là, ça, voilà, même des projets hors normes, on ira dans l'espace, etc. Voilà, quand on commence à arriver dans des trucs comme ça, là on peut se dire qu'il y a quand même une fin de cycle. C'est vrai que là, on n'a pas trop entendu l'arrivée des médias. Je le vois pas vraiment passer. Peut-être que vous le voyez. En tout cas, moi, rien. Non, moi perso, la seule arrivée des médias, c'était Trump qui disait on va pousser le Bitcoin. On n'avait pas du TF1 ou du BFM qui disait c'est incroyable, Bitcoin finalement c'est ouf. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a un bashing européen aussi contre Trump, donc contre le Bitcoin. C'est encore un argument contre le Bitcoin d'être contre Trump. Donc les médias n'y vont pas. On a eu un très léger enthousiasme, mais on n'a pas eu cette phase de cupidité et d'illusion. Donc pour moi, de ce côté-là, si je me base vraiment sur ce qu'on voit régulièrement sur tous les modèles, sur toutes les bulles spéculatives, et là je ne parle pas que de la crypto, on n'y est pas. Autre chose, tonton, oui, mais tu as vu, nos cryptos, c'est comme si elles étaient en bear market, elles ont pris une claque pas possible. Alors, cet argument n'est pas recevable, je l'entends, je le comprends, mais on ne peut pas se servir de ce seul argument pour dire on va en bear market, regarde nos altcoins, elles sont comme si on était en bear market, parce que je vous l'ai mis sur ce post-là, entre le premier et le second ATH de l'ancien cycle, elles ont pris toute la même dérouillée. Toutes. Je ne vais pas vous les reciter, mais que ce soit ETH, BNB, Link, NIR, mais il y en a plein d'autres, Sol, ils ont tous pris des moins 60-70% quand Bitcoin a fait son rejet suite au premier ATH.
C'était en Et mai d'ailleurs, généralement, on s'en 2021. souvient plus quand on a commencé un grand cycle haussier. On se souvient plus de ces grosses baisses qu'il y a eu aussi, hein, forcément. Non, On a un c'est cerveau. ce que je le disais, c'était pas de manière agressive ni arrogante, mais c'est vrai que la peur paralyse complètement le cerveau. Ça tape dans l'amygdale et ça ne fait plus travailler le cerveau qui est censé régir cette zone-là. Donc du coup, on fait même plus l'effort de mémoire, encore moins de travailler. On se laisse juste tomber dans ces biais qui sont la peur. Et là aujourd'hui, je vous le dis, on ne peut pas dire on est en bear market parce que les altcoins ont dévissé, car ça a toujours été le cas dans tous les cycles. Quand le Bitcoin prend une low kick, prend une énorme gifle, ça dévisse à se demander, c'est sûr, c'est mort. Et ça, c'est voulu dans tous les cycles. Donc, on ne peut pas se servir de cet argument pour dire on est en bear market. Je vous retourne exactement la sentence. On ne peut pas non plus s'en servir pour dire ce qui s'est passé au cycle d'avant, c'est exactement ce qui Oui. va se passer au cycle d'après. C'est juste pour tempérer et pour vous expliquer qu'il faut regarder d'autres éléments quand certains ne vous donnent pas les clés. Mais ne pas tomber ni dans la peur ni dans la panique sur un élément. Essayez toujours de prendre du recul, de recouper avec d'autres éléments. L'autre Et surtout élément d'avoir un plan, et surtout d'avoir un plan et de pouvoir aussi prendre des profits malgré le cycle où on se dit bon, on risque d'aller à X milliers d'euros, etc. Parfois, il faut aussi prendre ses profits. L'autre élément qui est corrélé avec la bulle spéculative, il n'y a pas eu la masse adoption et la masse adoption qui entraîne la cupidité et la distribution pour le composite man, pour toute la smart money qui a accumulé depuis des mois, voire des années maintenant. Il faut qu'il y ait énormément de monde pour distribuer tout cela. Ce monde-là, on le voit arriver sur Google Trends en tapant buy Bitcoin et normalement, on voit une explosion de personnes qui s'intéressent au Bitcoin et qui nous montrent que les voisins, les touristes sont là pour en acheter. Et là, les seules personnes qui sont venues ces derniers temps, c'était des personnes qui s'étaient testées auparavant sur un cycle d'avant, mais des nouveaux réellement, il n'y en a pas eu comme au cycle précédent. Donc, je n'ai pas eu cette arrivée, je n'ai pas eu cette masse adoption, je n'ai pas eu du coup, on en revient à ce que je disais, la phase de cupidité et d'illusion qui permettent à la smart money de faire de la vraie distribution de fin de cycle. Tout ça, je ne l'ai pas non plus. Ça aussi, je vous le présente régulièrement, c'est le nombre de bitcoins qui sont en réserve dans les exchanges. Je ne peux pas croire que s'il y a un désaveu, que ce soit une fin de cycle, que les gens vendent leur bitcoin, qu'on voit qu'il reste si peu sur les exchanges et ça ne fait que baisser. C'est-à-dire que quand on en vend sur des exchanges, j'en ai fait, j'ai pris du take profit, tout le monde a pris du take profit. Quand on fait cela, normalement, s'il y a un désaveu, si on se dit, bon, ben, c'est fini, on voit quand même que ce stock remonte petit à petit. On n'est toujours pas dans ce cas de figure. Mon cher Julien, je peux pas être plus clair. Après, on va aller très vite dans le on-chain. Le on-chain, ça serait la première fois sur tous ces cycles-là qui se seraient plantés. Vous voyez, quand on est dans le vert, on est dans une sous-estimation du Bitcoin. Et quand on est dans le rouge, on est dans une surestimation. On ne s'est même pas approché de la zone rouge. On est resté en dessous de la moitié. Donc là, on est sur le MVRV Z-Score pour ceux qui veulent se renseigner. Donc ça, c'est du on-chain. Et on dit toujours qu'il faut être à 4 à peu près enfin, il faut dépasser 4 pour qu'on ait quelque chose de significatif. C'est vrai que là, on n'a même pas atteint, on va dire, 3. Et pour finir avec les arguments de la réaccumulation, si on prend le mouvement dans son entièreté, à savoir depuis qu'il a montré sa sortie du bear market quand il était à 24 000, donc on a pris un Fibo, on l'a tracé jusqu'au 109 900, on voit qu'on est venu taper sur le Fibo majeur qui est en rebond, normalement historique, c'est toujours sur ce Fibo-là. C'est là qu'on attend effectivement une reprise haussière. Bien sûr, on peut aller en reload zone et repartir derrière. Ça serait le méga bear trap qu'on n'aurait jamais vu. Tout ça, c'est possible. Mais aujourd'hui, on ne peut pas techniquement pour moi dire à l'heure actuelle qu'on est en bear market parce que si on prend du daily, on voit que les hauts sont toujours plus hauts et que les bas sont toujours plus hauts. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas ici, on ne peut pas dire qu'on est en bear market. Donc, il faudra descendre en dessous des 50 000 pour réellement être officiellement en bear market, c'est-à-dire qu'on a fait un bas plus bas que l'ancien bas historique. Ça, c'est de la technique. Après, on peut se sentir en bear market. Après, on peut avoir de la violence d'un bear market. Mais techniquement, tant qu'on ne casse pas ce plus bas-là à 60 000, nous ne sommes pas en bear market.
Et pour le coup, j'espère réellement que en ayant purgé les FFG, certains diront les gaps CME, mais les gaps CME pour moi c'est soit un piégeux parce qu'on y croit trop fortement par moment et on se fait avoir parce que on oublie de regarder d'autres éléments. En tout cas, on a fait un rebond sur ce FIBO-là qui est un argument important pour moi, pour une continuation haussière. En tout cas, les prochaines semaines seront clairement déterminantes. Et si on va maintenant sur du court terme, Bitcoin, là, nous sommes sur une charte, chaque bougie est 1 heure. On nous fait une très belle pattern. Tiens, Julien, comment elle s'appelle ce pattern? C'est la tête-épaule inversée classique. Donc là, normalement, d'après la technique, ça voudrait dire qu'on va reproduire une belle hausse. On va reproduire la hauteur en bleu là. Et ça sera un très très bon moyen de savoir où on va vraiment. Puisque regardez, on a fait exactement la même tête-épaule inversée avec un objectif qui est venu sur cette trendline. On l'a cassé pour continuer une baisse et une dégringolade sous cette trendline. Donc cette trendline, pour moi, elle est capitale puisqu'on n'arrive pas à la casser, on la reteste et le jour où on arrivera à la breaker, ça sera pour moi un signe fort et déterminant pour dire, les gars, c'est un bear trap. Donc, l'objectif premier de cette tête-épaule inversée, c'est revenir sur le premier FIBO, pas le FIBO majeur, mais le premier FIBO qui est aux alentours des 89 000 à 90 000. Donc ça serait notre premier arrêt. Ça serait intéressant effectivement de venir liquider tout cela parce que pour le coup, si c'est un bear trap, quand on va arriver dans la zone des 92 à 94 000, je vous laisse dézoomer. C'est une cascade de liquidations qui vont arriver et là, ça peut faire très très mal. Mais je le redis, ça peut faire très très mal si réellement on repart sur la suite du bull run, à savoir que c'était bien un bear trap. Si c'était un bear market, cela, on le reverra vraiment que dans un moment. Julien, écoute, j'ai essayé d'être clair, le plus explicite et exhaustif. J'espère que tu as compris tout ce que j'ai voulu expliquer. Non, mais j'ai très très bien compris. En tout cas, voilà, il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit aujourd'hui. La date capitale, c'est 18-19 mars, c'est la réunion du FOMC et normalement les taux devraient donc pas bouger. Et certains disent qu'il pourrait y avoir un ton hawkish, comme on dit, c'est qui renforcerait le dollar et qui pénaliserait les cryptos. Donc là, voilà, c'est toujours un petit peu ces choses qui vont nous attendre. Donc attention, ça peut secouer, pas forcément aujourd'hui, mais 18-19 semaine prochaine. En tout cas, avec tous les éléments que je vous ai donnés là, vous avez vous-même les moyens de savoir de quel côté vous penchez. Moi, je m'en cache pas, je reste optimiste parce que je n'ai quand même pas eu mes éléments de surchauffe traditionnels dans les cycles précédents. Est-ce que maintenant la donne a changé? Est-ce que c'est biaisé? Est-ce que le on-chain, ils ont trouvé un moyen de contrer cela? Ça, on le saura très vite dans les semaines. Moi, dans un gros mois, pour moi, je saurai réellement où c'est que l'on va. Si effectivement on n'arrive pas à regagner cette trendline dans les semaines à venir, ça sera problématique pour moi et il faudra revoir et aller sur un autre plan à long terme qui décalera tout cela. Mais pour l'instant, je vous ai tout donné. Moi, je reste optimiste et comme vous, on souffre, mais on garde le sourire, mon cher Julien. Voilà. Donc, on s'est tout dit, mon cher Alex. C'est vrai que bon, c'est pas marrant. Il faut garder un peu le sourire, il faut prendre un peu de recul. C'est comme ça. Voilà, le marché, c'est lui qui décide. Et puis, on se base par rapport à ce qu'on voit. Et puis... En tout cas, c'était un dossier complet. Désolé pour la longueur. Mon cher Julien, je te fais des bisous. Et moi aussi, je vous fais des bisous à tous. On garde le courage. Bien sûr, je vous retrouve sur Telegram et je vous souhaite une bonne semaine. J'espère en tout cas que les jours seront meilleurs pour nous tous. Ciao, ciao tout le monde. Allez, ciao, ciao. Bisous les amis. Bye.